Patricia vous a annoncé cette matinée très chargée. On va passer à la séquence suivante avec Olivier Candelier, adjoint à la direction pôle des affaires sociales de Nexem, qui va intervenir sur les avancées de la fusion CHRS et Convention 66, et puis un point sur le Ségur de la santé. Monsieur Candelier, bonjour, et on vous écoute. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Olivier Candelier, je suis adjoint à la direction du pôle d'affaires sociales au sein de Nexem. Et je travaille sur les aspects relations sociales, donc tout ce qui est négociation collective au niveau 66 CHRS et au niveau de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privées à but non lucratif. Donc, je vous propose de commencer tout de suite par le Ségur la fusion CHRS 66. On poursuivra ensuite sur les questions du Ségur de la santé, mais peut-être un peu plus rapidement. Et si vous avez des questions, je vous laisse les poser au fur et à mesure de l'intervention. Ce sera peut-être plus simple que d'attendre la fin de chaque sujet. Donc sur la fusion CHRS 66, donc peut-être pour reprendre un peu le contexte, puisque c'est un processus assez long, on a le Code du travail qui prévoit enfin on a des dispositions légales qui depuis plusieurs années, enfin depuis une quinzaine d'années, prévoient le principe d'une restructuration des branches professionnelles. Donc l'objectif pour le ministère du Travail, peu importe les gouvernements qui se sont succédés, et pour la Direction générale du travail, l'objectif c'est de structurer les branches professionnelles et de rationaliser le nombre des acteurs. Donc au moment où cette réforme sur la restructuration des branches professionnelles a été mise en place, il y avait plus de 700 branches professionnelles. Aujourd'hui, on est autour de 200 branches et l'objectif, c'est de continuer ce travail enfin, il n'y a pas de chiffre annoncé aujourd'hui sur le sujet, mais l'objectif, c'est d'avoir un nombre un peu moins élevé que ce qui existe aujourd'hui. Donc, dans ce cadre-là, il y a des dispositions qui sont prévues dans le Code du travail et l'un de ces articles prévoit la possibilité pour le ministère du Travail de procéder à la fusion dite administrative de plusieurs champs conventionnels. Donc, c'est ce qu'a fait le ministre du Travail en 2021 avec la Convention 66 et la Convention CHRS, c'est-à-dire que le 5 août 2021 a été publié un arrêté qui liste différents champs qui sont fusionnés, dont la 66 et les CHRS. Et dans cet arrêté de représentativité, on verra l'intérêt de cette notion après. La convention collective du 15 mars 66 est définie comme la convention collective de rattachement. Donc ça, c'est une notion très importante pour la suite de nos échanges. Donc, on a cet arrêté du 5 août 2021 qui a été publié au journal officiel du 7 août et qui procède à la fusion des conventions collectives. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que dès lors qu'il y a eu cet arrêté de représentativité, depuis cette date, donc depuis août 2021, il n'y a plus qu'une seule table de négociation, 66 et CHRS. Auparavant, on avait une table 66 et une table CHRS qui négociaient pour chacune des deux conventions collectives. Depuis août 2021, nous n'avons plus qu'une seule table de négociation. Donc ça, c'est la première mesure concrète. Et l'autre impact, c'est cet arrêté de représentativité ouvre une période de 5 ans pendant laquelle les partenaires sociaux doivent négocier une convention collective qui aura vocation à s'appliquer à ce nouveau champ conventionnel. Et le Code du travail nous dit, si au terme de ce délai de 5 ans, il n'y a pas d'accord qui émane de la négociation, c'est la convention collective de rattachement qui s'applique. Donc, en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, ce sera la convention 66. Donc aujourd'hui, on est dans ce délai de 5 ans, donc qui court jusqu'au 8 août 2021, enfin 26 pour être précis. Et donc, à défaut d'accord collectif conclu avant cette date, c'est la convention collective du 15 mars 66 qui s'appliquera. Donc ça, c'est ce qu'on sait de manière certaine, c'est ce que nous dit le Code du travail et ce que nous dit la procédure par rapport à ces aspects-là.
Donc aujourd'hui, on a des séances de négociation où le point fusion 66 CHRS est inscrit, mais pour l'instant, il n'y a pas eu enfin, il n'y a pas d'avancée notable sur le sujet, puisque en parallèle, au niveau de la branche, euh, il y a eu des travaux sur la mise en place d'une convention collective unique et au niveau du collège employeur, on aurait souhaité que la convention collective soit finalisée avant le terme de ce processus de fusion. Donc, ce qui clairement ne devrait pas être le cas d'ici août 2026, puisque certaines thématiques de négociation au niveau de la convention collective unique étendue sont en suspens du fait du manque d'engagement des pouvoirs publics sur les questions de financement sur la convention collective unique étendue. Donc, il est peu probable qu'il y ait d'ici août 2026 une convention collective unique étendue. Donc, c'est pour ça qu'on met en avant aujourd'hui ce processus de fusion 66 CHRS, puisqu'il est très, très probable qu'il aboutira, enfin, qu'il ira jusqu'au terme sans qu'il y ait de convention collective unique étendue d'ici là. Euh, Excusez-moi, je ne sais pas si vous suivez le chat. Il y a une première question qui vous est arrivée. Cela étant valable pour les signataires des accords NEXEM. Est-ce que vous pouvez préciser la question, puisque je ne sais pas à quoi vous faites référence, Madame, Monsieur Fresne, je crois. Cécile, on Merci. t'écoute. Oui, je voulais, quand vous dites, comme il n'y aura pas de... Je caricature, quoi, je synthétise. Comme finalement la convention collective unique ne sera pas là en août, automatiquement, il y a un passage à la 66. Pour qui? Parce que nous, par exemple, on n'est pas adhérent en EXEM, on n'est pas signataire des accords. On pourrait complètement dénoncer la convention CHRS et revenir à des accords internes. Oui, effectivement, OK. oui, c'est important. Ouais. C'est important parce que je ne sais pas si tous les adhérents FSH sont forcément signataires des accords du syndicat employeur que vous représentez. Alors effectivement, la notion est importante puisque effectivement dans l'Assemblée, il y a des structures qui adhèrent à Nexem et d'autres pas. Donc la question 66, enfin, de la fusion 66 CHRS concerne particulièrement les structures qui adhèrent à Nexem. Puisque dès lors que vous adhérez à un EXEM, vous avez l'obligation d'appliquer les accords CHRS et demain la 66. Pour ceux qui n'adhèrent pas à un EXEM, il y a effectivement possibilité de dénoncer la convention qui est actuellement applicable pour appliquer ce qu'elle souhaite. Donc effectivement, la nuance est importante, mais quoi qu'il en soit, pour les structures qui appliquent aujourd'hui les accords CHRS, demain en août 2026, les accords CHRS disparaîtront et n'auront plus de base légale ou conventionnelle, et du coup, il n'y aura plus vocation à les appliquer. Les accords pourront demain continuer à être appliqués pour ceux qui le souhaitent et qui ne sont pas dans dans le giron de Nexem, mais après, ce sera un choix à faire en interne. Et je me permets juste de compléter un choix politique parce qu'on est nombreux dans cette vidéo, un choix politique des structures, puisqu'on vient d'être éprouvé sur le Ségur, où on a évoqué il n'y a pas longtemps, là, quelques minutes, le fait qu'il y avait un texte réglementaire qui n'était pas appliqué par nos tutelles et qu'on avait déjà des salaires qui n'étaient pas pris en charge par les autorités de tarification. Quid d'une mesure qu'on va appliquer en sachant qu'il y a un coût non négligeable, hein, que ça soit au niveau des salaires, au niveau des congés et des provisions. Donc, je pense qu'il y a aussi un positionnement à avoir des structures avant de se jeter techniquement, si vous voulez, à mon avis, dans le dossier, de dire comment on passe à la 66 en sachant que ça va avoir un coût important, qui n'est pas pris en charge dans les budgets, puisque les budgets, on les rend dans un mois. Mais j'espère quand même, sans couper, que M. Candelier va me dire si on va vers la fusion, qu'il y aura les conséquences budgétaires seront prises en charge par le tarificateur.
Oui, oui, enfin, Je- effectivement, enfin, le choix que vous aurez à faire se fera effectivement au regard des impacts budgétaires. Mais je vais le préciser, enfin, on a un dialogue actuellement avec la DGCS et la DIAL, notamment, mais aussi avec l'ensemble des autres financeurs qui sont concernés, pour justement que l'impact de cette fusion administrée, donc qui est le choix du gouvernement, soit intégré dans les budgets. C'est pour ça qu'on a mis en place un certain nombre d'outils pour chiffrer dès à présent l'impact de cette fusion, et pour que ce soit intégré dans les budgets 2026. Mais j'y reviendrai, enfin, et on pourra échanger plus en longueur sur ce sujet-là. Donc, pour revenir sur la fusion en tant que telle, oui, enfin, sur les financeurs, ce sera l'ensemble des financeurs, y compris les départements enfin, l'ensemble des financeurs. On ne se limite pas à la DGCS et à la DIR. Euh, donc oui, sur le processus de fusion, le terme arrive en août 2026. En termes de négociation, comme je vous le disais, on est peu avancé puisque en parallèle, on menait des négociations au niveau CCUE et on continue à les mener. Euh, on continue à les mener pour. Je suis perturbé en fait par le chat, c'est compliqué de suivre en même temps, donc je vais pas regarder le chat et lever la main si vous avez des questions, ce sera beaucoup plus simple à gérer. Euh, euh, donc oui, sur le terme du délai de fusion, on y arrive en août 2026. Euh, Et donc, enfin, aujourd'hui, l'état des négociations, c'est qu'on a des organisations syndicales qui nous disent, nous, on veut négocier la fusion, 66 CHRS, mais on veut cumuler ce qu'il y a de mieux dans les deux conventions collectives. Donc, compte tenu de ces postulats de départ-là, il est peu probable qu'on arrive à s'accorder avec les organisations sur le sujet. Donc, c'est pour ça en l'état aujourd'hui, à date, on pense que la 66 sera la convention qui s'appliquera aux structures qui appliquent aujourd'hui les CHRS en l'état. Et c'est pour ça que, enfin, en tout cas pour les adhérents Nexem, on a commencé à outiller les adhérents pour les accompagner à la mise en œuvre de la convention du 15 mars 66. Donc, et concrètement, qu'est-ce que ça implique? Ça implique évidemment un surcoût, puisqu'on a des mesures des dispositions qui sont plus favorables et du coup plus coûteuses dans la 66. Les trois mesures principales, ce sont les aspects liés à la rémunération, puisque les grilles de rémunération, même si elles sont construites un peu différemment, ont un déroulé à l'ancienneté qui va plus loin, puisque sur les CHRS, l'ancienneté court jusqu'à 21 ans d'ancienneté, et sur les grilles CHRS, sur les grilles 66, pardon, ça peut courir jusqu'à 28 ans. Donc le déroulement de carrière, enfin le déroulement à l'ancienneté va un peu plus loin et les coefficients sont plus élevés. Donc il y a le premier coût le premier impact financier est autour de la rémunération. Le deuxième impact, c'est sur les congés trimestriels, puisqu'on a pour certains professionnels en tout cas, puisqu'aujourd'hui, les salariés bénéficient tous de 9 jours de congés trimestriels ou de repos compensateur supplémentaires. Donc, tout le monde est logé à la même enseigne avec 9 jours. Dans la 66, il peut y avoir un volume plus important, notamment pour les personnels éducatifs, puisque les congés trimestriels vont jusqu'à 18 jours pour ces professionnels-là, 18 jours par an. Et ensuite, là, c'est plus marginal. On a un coût autour des congés d'ancienneté, puisque la Convention de 66 prévoit des congés d'ancienneté à hauteur, soit 2 jours, soit 4 jours, soit 6 jours, dès lors que les salariés ont 5, 10 ou 15 ans d'ancienneté dans la structure. Donc, ça, ce sont les principales conséquences financières. Il y a d'autres impacts financiers, notamment autour de l'indemnité de départ à la retraite ou de différentes indemnités, mais là, on est plus sur des indemnités one-shot, entre guillemets. Et du coup, l'impact est beaucoup plus marginal, même s'il existe évidemment. Mais en tout cas, les trois principales dispositions qui ont un impact fort en termes financiers, c'est la rémunération, ce sont les congés trimestriels et ce sont les congés d'ancienneté.
Donc, pour évaluer cet impact financier, les structures qui sont dans le giron Nexem ont d'ores et déjà à leur disposition un outil qu'on a appelé un micro-simulateur pour que, au niveau de chaque entreprise, vous puissiez faire la simulation de l'impact financier de cette mesure. Donc, et pris en compte l'impact sur les rémunérations, donc salarié par salarié. La valorisation de ce que ça représente en termes de congés supplémentaires, donc que ce soit en termes de congés trimestriels ou en termes de congés d'ancienneté. Et il y a il y a d'autres outillages qui sont d'ores et déjà disponibles, notamment une correspondance juridique entre la 66 et les CHRS pour vous aider à commencer à y voir plus clair dans ce qu'est la Convention de 66. Et il y a d'autres outillages qui interviendront un peu plus tard. Donc voilà sur le process en tant que tel, c'est-à-dire qu'on a un processus obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir dessus, puisqu'on nous pose souvent la question pour savoir pourquoi vous n'avez pas demandé le report de cette mesure ou l'annulation. Le report, c'est pas possible, puisque en fait le délai de 5 ans qui est prévu dans le Code du travail, c'est un délai légal, et l'administration ne peut pas le changer. Si on veut revenir sur ce délai de 5 ans, il faut forcément qu'il y ait une loi au niveau du Parlement. Et je le disais tout à l'heure, cette loi sur la restructuration des branches professionnelles, c'est quelque chose d'assez consensuel au-delà des clivages politiques. Et du coup, il est fort peu probable, enfin, il est improbable que le législateur revienne sur le sujet. Parce que ça ne concerne pas que notre branche à nous. Il y a un certain nombre il y a plus de 500 branches qui ont fusionné depuis plusieurs années. Du coup, il n'y a pas de justification à ce qu'il y ait un décalage de ce délai-là. Et sur l'annulation, comme c'est un acte administratif, il a été pris, il est publié, il entre en vigueur comme pour toutes les branches professionnelles. Donc, le fait est que de manière certaine, les accords CHRS disparaîtront en août 2026. Et il est très probable que ces accords soient remplacés par la Convention de 66, puisque les négociations, l'état des négociations fait qu'il est il semble aujourd'hui compliqué d'avoir un accord paritaire sur le sujet, puisque les positions Nexem et les organisations syndicales sont assez éloignées, puisque les organisations syndicales souhaiteraient un cumul des avantages des deux conventions collectives. Donc voilà en synthèse sur les questions 66 CHRS. Je vous laisse la parole pour les questions. Je vois qu'il y a déjà des mains levées. Merci. Donc, les premières questions pour l'abri et après pour Christophe André. Oui, merci, Monsieur Candelier, pour cette présentation. Je vais être un peu pinaillé. Vous venez de dire, et de manière certaine, les accords CHRS disparaîtront et seront probablement remplacés par 66. Donc, c'est certain que ça disparaîtra. Est-ce que comme je vois dans le chat, il y a une question qui dit est-ce qu'on a la certitude que ce surcoût entrera dans les dépenses? Vous l'avez dit tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous préciser où est-ce que vous en êtes en termes de négociation, d'échange avec les institutionnels sur la prise en compte du surcoût? On a cru comprendre ici à gauche à droite que ça entraîne quand même un surcoût conséquent, 70 millions d'après certains chiffres. Et vu le contexte budgétaire actuel, qu'en est-il? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état des négociations, sur la prise en compte de ce surcoût? Parce que ça fusionne, OK, et les associations gestionnaires qui sont des employeurs seront obligés d'appliquer cette convention 66. Et il ne faudra pas qu'on soit comme pour le Ségur pour tous, où à un moment donné, on est obligé d'appliquer, sinon on s'expose à des contentieux et que ça a pu mettre en difficulté certains gestionnaires en termes de trésorerie.
Enfin, oui, sur le chiffre que vous évoquez, je vous confirme qu'on est dans ce niveau-là d'impact financier au niveau national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une masse salariale pour les structures CHRS de quasiment 900 millions d'euros. Et l'impact financier de cette fusion administrée est enfin, autour de 70 millions d'euros. Donc, on est sur ces chiffres-là. Donc, c'est pour ça que, enfin, fort de l'expérience du Ségur, on a pris à tâche depuis plusieurs mois auprès des différents financeurs, justement, déjà pour leur rappeler qu'il y avait cette fusion-là, même si c'est une fusion administrée, et on s'est assuré que tous les financeurs étaient au courant de cette fusion-là. Donc, l'information est passée. Ce qui n'était pas aisé puisqu'il y a un certain nombre de financeurs, notamment le financeur principal des CHRS qui n'était pas au courant, qui n'avait pas intégré ça dans son spectre. Donc aujourd'hui, on sait que l'information est passée clairement puisqu'on a des financeurs qui de plus en plus nous sollicitent, et c'est plus nous qui les sollicitons pour échanger sur le sujet, sur la manière dont ça va se passer demain. Donc aujourd'hui, oui, on a on est en négociation avec les pouvoirs publics pour que l'ensemble des impacts soit pris en charge et pas seulement partiellement, puisqu'on arrive à mesurer les impacts de manière assez précise avec les données dont on dispose. Donc, on a des échanges qui deviennent de plus en plus techniques pour rentrer dans la mécanique en fait de la fusion pour estimer le chiffrage. Donc après, cette fusion intervient dans un contexte de réforme tarifaire aussi, donc tout ça fait que c'est important de le négocier aujourd'hui. Après, quant à avoir une certitude, on espère avoir des certitudes rapidement, mais aujourd'hui, on est encore dans la phase de négociation et on a encore plusieurs mois pour travailler avec les pouvoirs publics, enfin avec les financeurs sur ce sujet-là. Mais c'est pour ça qu'aussi au niveau local, on vous a équipé pour que vous puissiez chiffrer très précisément l'impact que ça peut avoir justement pour intégrer ça dans les budgets prévisionnels. Donc, je vois une question, faut-il l'inscrire dans les budgets prévisionnels? Oui, oui, oui. C'est extrêmement important de l'inscrire puisque la fusion va entrer en vigueur en 2026 et il est absolument primordial que ce soit inscrit dans les budgets prévisionnels 2026 puisque les échanges avec vos financeurs devront se faire en intégrant absolument cet aspect-là. Donc, c'est un aspect, enfin, le financement, effectivement, et l'anticipation du financement doit absolument se faire à travers les négociations de budget 2026. Donc, je crois qu'il y avait une autre question. À vrai dire, la question de Monsieur André, c'est Léonard qui vous l'a relayée. Elle était dans le chat. Voilà, donc vous y avez répondu. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur merci ce à Nabli point-là? d'avoir posé la question. Je vous propose à ce moment-là de passer sur voilà, les avancées du Ségur de la santé. Oui, sur le Ségur de la santé, ça a été évoqué il y a, on a un accord qui a été conclu, donc vous le savez tous, je ne reviens pas dessus, en juin 2024. On a des financements aujourd'hui partiels pour un certain nombre de secteurs. On a des structures qui ont engagé des contentieux de la tarification sur un certain nombre de territoires. Donc aujourd'hui, on a toujours des échanges avec tous les financeurs, puisque le sujet n'est réglé quasiment pour aucun financeur. Et sur la structure ACT, LLH, etc., on est on continue également à demander que les financements soient assurés de manière certaine, puisque vous l'avez souligné, on a des structures qui ont été mises
enfin, qui étaient déjà, enfin, qui pouvaient être en difficulté financière. Pour certains, ça a créé des difficultés supplémentaires. Pour d'autres, ça va beaucoup plus loin puisqu'on sait qu'on a des structures qui sont en défaut de plus en plus. Donc, on a de cesse d'alerter, enfin, quasiment au quotidien les différents financeurs puisqu'on a des remontées extrêmement régulières de structures pour nous dire on rencontre encore telle ou telle problématique de financement. Donc aujourd'hui, on est enfin au niveau d'Access, donc Nexem et FEAP, on est encore extrêmement mobilisé au quotidien pour que les financements liés au Ségur soient assurés. Dès lors qu'il y a toujours des difficultés, nous, on est toujours preneurs de cette remontée des difficultés pour qu'on puisse faire le nécessaire à partir d'exemples concrets pour dire voilà ce qui est financé aujourd'hui, voilà ce qui manque encore. Puisqu'on a effectivement des structures qui se retrouvent en défaut de paiement, enfin avec des difficultés de trésorerie importantes. On commence à voir de plus en plus des structures, mais ce n'est pas propre au secteur CHRS, mais dans l'ensemble du secteur social et médico-social, on a de plus en plus. Enfin, on voit beaucoup plus de structures qui mettent en place des PSE alors que ça n'existe. Enfin, on le voyait de manière plus marginale il y a quelque temps. Et on a des structures qui se retrouvent au prud'homme sur ces sujets-là. Donc, on est preneur, nous, de l'ensemble de vos retours sur ce sujet-là. Je vois dans le chat, oui, le Ségur est applicable avec effet rétroactif au 1er janvier 2024. Donc, il y a des structures qui ont fait le choix de dire, nous, on l'applique après après le 1er janvier 2024, parce qu'en termes de trésorerie, ça passe un peu mieux, mais ce qui n'est pas sans créer de difficultés au niveau du climat social et au niveau du contentieux prud'homal. Donc voilà, rapidement sur le Ségur, mais je vois qu'il y a des questions ou des réactions sur le sujet. Donc, Madame Stéphaux. Oui, bonjour. Je voulais avoir une précision parce que effectivement, avec la loi, il y avait la rétroactivité de janvier, mais il y a certaines associations qui ont décidé, malgré les accords de la FEAP, etc., de ne payer qu'à partir de juillet 2024. Et du coup, Oui, ça crée effectivement, comme vous dites, des contentieux prud'homales, puisque théoriquement, ils sont censés appliquer ce rappel à partir de janvier. alors Donc, là encore, ça dépend de l'adhésion à Nexem ou FEAP, c'est-à-dire que les structures qui sont adhérentes à l'une des deux organisations signataires ont l'obligation de verser à compter du 1er janvier 2024, puisque l'accord prévoit cette rétroactivité. Néanmoins, cet accord est un accord étendu, c'est-à-dire que le ministère du Travail l'a rendu obligatoire à l'ensemble des branches, à l'ensemble des entreprises, qu'elles adhèrent ou pas à une organisation professionnelle d'employeurs. Et cette extension, en fait, quand on regarde très précisément l'arrêté d'extension qui a été rendu en juillet, ou fin juin, mais peu importe, prévoit que l'accord Ségur est applicable à compter de la publication de l'arrêté d'extension. Et en fait, la lecture de cet arrêté-là, il serait possible pour certaines structures, donc celles qui n'adhèrent à aucune organisation professionnelle d'employeurs, d'appliquer uniquement à partir de l'extension, donc en juin ou juillet. Donc c'est pour ça que certaines structures ont fait le choix d'appliquer à partir de juillet. Il y a d'autres structures qui, tout en étant dans le champ pur de l'accord et qui doivent l'appliquer au 1er janvier, ou d'autres qui devaient l'appliquer à partir de juillet, ont tout de même fait le choix de l'appliquer à une autre période, c'est-à-dire ont décidé
du fait du manque de trésorerie et du fait du manque de financement, de l'appliquer par exemple au 1er septembre, donc ce qui est en dehors de toute logique juridique, mais c'est une logique purement financière. On dit, nous, on l'applique par exemple au 1er septembre, donc effectivement, elles se mettent en dehors du champ, mais financièrement, c'est la seule solution qui a été trouvée pour éviter des difficultés de trésorerie. Donc, on sait qu'on a des structures qui ont appliqué le Ségur mais à une date différée et ont annoncé à leurs salariés en interne que dès lors qu'il y aurait des financements, elles pourraient payer la rétroactivité. Mais on sait qu'il y a des structures qui se sont mis en dehors du champ des accords ou du champ de ce que prévoit l'extension, volontairement pour éviter des difficultés de trésorerie. Ça crée des difficultés en termes de climat social, ça crée des difficultés en termes de contentieux. Mais malheureusement, au principe de réalité, il y a un certain nombre de structures qui ont fait ces choix en sachant que derrière, il y avait un certain nombre de risques. Merci. Merci. Léonard, tu as levé la main. On t'écoute. Peut-être que ça m'a échappé par rapport au Ségur pour tous, et je vois dans le chat des commentaires sur les financeurs. Au niveau des services de l'État, que ce soit l'ARS ou la DETS, même quand ils ne financent pas, en tout cas, ils ne nient pas la nécessité de financer, mais par contre, au niveau des conseils départementaux, il y a des conseils départementaux qui ont pris des positions claires en disant nous ne financerons pas le Ségur pour tous que si les services de l'État payent en fait. Et du coup, dans vos négociations, qu'en est-il? Parce que effectivement, on est là autour des ACT, l'AM et la GSS, mais nous sommes aussi des associations qui gèrent d'autres services et d'autres établissements qui relèvent notamment de la petite enfance. Et là, en tout cas, moi je suis dans le département de l'Eure, hein, dans le 27, aujourd'hui le conseil départemental refuse de payer le Ségur pour tous. Quid au niveau national de vos échanges avec notamment l'association des départements de France? Alors en fait, les départements, clairement, sont dans une posture politique, c'est-à-dire que on a un certain nombre de départements qui reprennent les arguments de l'Association des départements de France, de dire nous, on ne paiera pas tant que l'État ne se sera pas engagé à payer. Sauf qu'il y a il y a plusieurs mois, enfin il y a quelques mois, un accord qui a été conclu entre l'État et les départements sur une répartition de la prise en charge des financements. Donc il y a un accord qui est prévu qui a été approuvé par l'association, enfin par Département de France, sauf qu'on a toujours des départements qui disent aujourd'hui, nous, on n'est pas en mesure de financer parce que nos finances ne le permettent pas. Donc il y a bien un accord financier qui a été conclu, sauf qu'aujourd'hui, on est toujours dans des postures politiques sur le sujet. On a même des départements, donc pas forcément les plus pauvres financièrement, puisqu'on a le département des Yvelines et d'autres départements, enfin 4 ou 5 départements, qui ont initié des contentieux au niveau du tribunal administratif et du Conseil d'État sur différents motifs. Donc Access a produit son mémoire en défense sur le sujet, mais ces départements-là nous disent grosso modo, nous, on ne peut pas financer plus la solidarité qu'aujourd'hui. Sauf que quand on regarde précisément le coût de ce que représente la solidarité par rapport au budget global, enfin, ce que représente le Ségur, la quote-part du Ségur, puisqu'il y avait déjà un certain nombre de salariés qui étaient concernés, quand on regarde ce que ça représente précisément, c'est vraiment extrêmement marginal par rapport au budget global de ces départements. Donc il y a des contentieux qui ont lieu actuellement, on espère avoir des issues assez rapidement
rapidement, mais on sait que c'est toujours très long en termes de juridiction administrative. Mais en tout cas, on a un certain nombre de mesures qui sont mises en place. On a des départements qui payent plus ou moins bien. On a des départements qui sont toujours sur des postures en disant nous, on ne peut pas payer plus que ce qu'on fait aujourd'hui parce que en gros, c'est la crise et on ne peut pas aller plus loin. Donc, on a ce recensement des différents départements qui payent bien ou plutôt pas trop mal. Donc, et effectivement, le fait d'avoir plusieurs activités avec des financeurs qui peuvent payer plutôt bien, d'autres plutôt mal. Ensuite, pour une structure, faire la synthèse de tout ça au niveau local en disant moi pour tel type de service c'est financé, pour tel autre type de service c'est pas financé. Ça crée effectivement aussi un certain nombre de difficultés et de choix à faire en interne sur savoir comment on gère tout ça au niveau des entreprises qui ont des activités multiples. Donc c'est pour ça que, encore une fois, le travail qu'on mène, on le fait encore au niveau de tous les financeurs, y compris au niveau des dettes, au niveau des départements, au niveau de l'ensemble des financeurs, et pas forcément, pas uniquement au niveau des administrations centrales, parce qu'on sait que tout ne se joue pas au niveau des administrations centrales sur le financement, loin de là. Donc sur le financement, ouais, on reste pleinement mobilisé. On sait que c'est un sujet quotidien sur les structures et pour nous aussi quasiment. Merci. Cécile, Fort on t'écoute. fort de ces constats, j'ai du mal à comprendre comment on se projette sur un passage à la 66, alors que déjà on a des financements qui sont pas couverts et qui devraient l'être depuis 1 an et demi. Moi, j'ai vraiment du mal à comprendre ça. On a une dette à qui on a parlé il y a 1 mois de ce passage à la 66, donc Bouches-du-Rhône, hein, parce qu'on est installé sur Marseille et Avignon. Avignon, je n'ai pas encore parlé de ça parce que je pense qu'il n'y aura rien à avoir et on devra circuler. La dette, c'était pas au courant, hein. Il y a il y a 1 mois et demi où elle nous disait de toute façon, ça sera compensé puisque les salaires sont plus bas à l'entrée. Donc, vous compenserez avec le surplus lié au congé. Donc, autant vous dire que c'était une réponse qui était juste pas satisfaisante. Donc, je comprends pas comment on peut dire, allez, on le met sur les budgets et ça va passer. On sait bien que ça va pas être pris en compte sur 2026. On sait bien que ça va faire un objet en plus de plaidoyer politique. C'est un trop joli mot pour eux, plaidoyer, mais politiciens en tout cas l'année prochaine, dans la période dans laquelle on va être. Donc moi, j'ai un peu du mal à comprendre comment on se positionne, ou on ne se positionne aussi peu, quoi. Ouais. Voilà. Bon, ça, c'est un avis d'employeur, hein, parce que je suis directrice générale et mon CA a le même avis et on va refuser de ce passage à la 66. Et je pense que cette question-là, elle aurait valu d'être posée aux autres employeurs avant d'aller trop vite sur une exécution de mesures non assumées par l'État, quoi. Donc oui, sur le financement, et je le redis, aujourd'hui, on n'a pas de certitude sur le financement. On est dans une procédure administrée, donc c'est à l'initiative de l'administration et à l'initiative du gouvernement qu'il y a eu cette fusion-là. Et effectivement, ça vient dans un contexte où on a des difficultés au niveau du Ségur et où on est dans un mouvement, dans une mise en place de la réforme tarifaire. Donc, ce cumul-là fait qu'aujourd'hui, à date, il est difficile d'avoir des certitudes sur le sujet. Après, fort de l'expérience Ségur, on sait que c'est pas parce qu'on arrivera en août 2026, même en ayant des engagements financiers de la part de certains financeurs, que demain, qu'en septembre, ce sera assuré d'avoir des financements. Donc, effectivement, on mène ce travail-là de longue haleine, mais aujourd'hui, on n'a pas de certitude de financement. Surtout quand on a des structures qui sont aussi sur de la subvention. Et là, ça reste d'autant plus compliqué, pour le dire avec pudeur. Merci. On a encore 5 minutes. Sandrine Arnaud pour une question. Oui, alors,
on peut se féliciter effectivement d'avancer d'un passage aux accords CHRS à la Convention 66. Mais en fait, bon, mais qu'est-ce qui se joue pour notre secteur? Parce que ça va, les Ségur déjà, Ségur pour tous non financés, toutes les difficultés. Il y a déjà des associations qui ont été très mises à mal, des fermetures, enfin, au-delà de ça, qu'est-ce que ça va devenir notre secteur? Parce que je pense qu'un ensemble d'associations, alors moi je ne dis pas opérateur, hein, je retiens la notion d'association, assure des missions diverses et variées pour des publics en situation de précarité, et avec des établissements, mais aussi des subventions. Et donc, on est déjà avec des augmentations, enfin, je pense que M. Massonneau reviendra aussi tout à l'heure, avec des augmentations de charges qui ne sont pas prises en compte d'année en année. Et du coup, qu'est-ce que ça va donner? Enfin voilà, je crois qu'il y a une dimension bien plus politique qui vient aussi questionner la fédération sur qu'est-ce voilà, comment ça va s'organiser, c'est quoi la vision un peu globale, parce que bon, ok, il y a des compétences variées entre l'État, les départements, les régions, etc. Mais enfin, du coup, c'est quand même catastrophique, alors qu'on voit, je remets cette montée de la précarité, hein, avec des sollicitations toujours plus grandes, des réponses, même s'il y a des instructions pour la fluidité, des réponses qui ne sont pas à la hauteur des besoins. Bon, je trouve que le contexte est très inquiétant. C'est partagé entre associations. Nous, on est sur le territoire d'Alès, dans le Gard, avec voilà, des taux de précarité qui sont très, très élevés, et partagés entre associations, partagés par les personnels, les salariés, partagés, voilà, donc bon, c'est pas, alors qu'il faudrait qu'on puisse se réjouir d'une avancée en termes de rémunération, de statut du salarié, etc. Donc c'est assez pathétique en fait. Enfin, vous indiquez, on peut se réjouir d'une application de la 66, j'en suis pas sûr, puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui, dans les accords CHRS comme dans la 66, les niveaux on a quand même un certain nombre de rémunérations qui sont en dessous, enfin de coefficients qui sont en dessous du niveau du SMIC. Dans la 66, clairement, enfin l'application de la 66, c'est pas ça qui va redonner de l'attractivité au secteur, puisque qu'on applique la 66 ou les CHRS, puisqu'il y a des CHRS aujourd'hui qui appliquent déjà la 66 de manière historique ou parce que leur environnement fait qu'elles sont dans l'obligation de l'appliquer. C'est pas ça qui facilite l'attractivité, le recrutement ou la fidélisation des salariés, clairement, puisque dans la 66, on a un certain nombre d'écueils qui font que c'est compliqué de recruter. C'est pas parce qu'il y a des congés en plus que c'est plus attractif. On a beaucoup de coefficients qui sont sous le niveau du SMIC. On a des grilles qui sont profondément inégalitaires les unes par rapport aux autres, puisqu'on a des salariés qui ont des mêmes niveaux de diplôme et qui ont des niveaux de rémunération extrêmement différents. Donc, l'application de la 66 aux structures CHRS, c'est pas, enfin, on s'en réjouit pas. Enfin, c'est un constat, c'est-à-dire qu'on est dans l'obligation de mettre en place parce que il y a cette injonction entre guillemets des pouvoirs publics, puisque le gouvernement a pris cet arrêté de fusion administrée. Le fait est que ce qu'on souhaitait faire au niveau de la branche à travers une convention collective unique ne peut pas se faire là d'ici la fin du processus de fusion 66 CHRS. Donc le fait est qu'on doit appliquer la 66. Après, quant à s'en féliciter, je n'irai pas jusque-là. Donc c'est pour ça aussi que c'est compliqué d'appréhender cette fusion-là dans cette temporalité, dans ce contexte financier-là, puisque c'est
et en fait, ça va coûter plus cher, clairement, mais sauf que c'est loin d'être satisfaisant en termes social, en termes d'attractivité sur tout un tas de sujets. Donc, sans féliciter, Non, mais on n'ira pas je jusque-là. pondère, c'est-à-dire que c'était pas que c'est-à-dire d'avoir eu le Ségur qui s'appliquait Ségur pour tous. Il y a quand même des avancées, c'est ça que je veux dire. J'ai pas dit que c'était génialissime la 66, mais au fur et à mesure que ces avancées se passent, oui, les niveaux de démarrage de conventions collectives, c'est assez inadmissible, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que le peu d'avancées qu'il peut y avoir, et c'est plutôt bien en fait, voilà, d'avoir eu la prime, le Ségur pour tous, etc. Et bien, comme on ne peut pas les financer, ça met carrément à mal les structures. Donc c'est ça qui est problématique en fait. Oui, enfin, ça, par contre, oui, enfin, ça, oui, le peu d'avancées qu'il y a, qui devrait être plutôt positif, c'est vécu, ça arrive en plus dans la douleur, puisque c'est pas financé derrière, c'est pas suivi d'effet, et ça interroge aussi de manière plus globale sur ce que veulent les pouvoirs publics, clairement, pour la solidarité sur les différents territoires, puisque on a effectivement même les petites avancées, c'est compliqué à faire financer. Donc, effectivement, ça interroge de manière plus globale le financement et la volonté des pouvoirs publics sur nos secteurs. C'est plus ça que je voulais dire, voilà. On partage totalement. Merci beaucoup. On arrive à la fin de votre intervention.